Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur la notion de multiples, de diviseurs et de nombres premiers. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants du chapitre. Plus précisément, on verra les ensembles d'entiers, on donnera une définition du multiple et donc du diviseur, les propriétés qui l'accompagnent et on parlera enfin un petit peu des nombres premiers. Pour préparer un contrôle ou un examen, ceci ne suffira pas. Évidemment, il te faudra encore t'entraîner avec de nombreux exercices. Pour le cours, on peut commencer. Alors, dans ce chapitre, on va travailler quasi exclusivement avec des nombres entiers. Donc, il est important de définir les ensembles de nombres entiers. Il y en a deux. Il y a d'abord l'ensemble des entiers naturels. Un nombre entier naturel, c'est un nombre entier, donc qui n'a pas de partie décimale, et qui est en plus positif. L'ensemble des entiers naturels se note n, n comme natural, en allemand naturel. L'ensemble des entiers naturels comprend donc tous les nombres 0, 1, 2, 3, 4, etc. On peut donc par exemple noter que 4 appartient à n. n, l'ensemble des entiers naturels, 4 appartient à n. Mais par exemple, 2,6, lui n'appartient pas à n. De même que moins 3, qui est un entier, mais ce n'est pas un entier naturel car il est négatif, et on a dit que l'ensemble des entiers naturels comprend que les entiers positifs, eh bien moins 3 n'appartient pas à n. Passons aux entiers relatifs. Eh bien un entier relatif, c'est un entier tout court, j'ai envie de dire, car c'est un entier qui peut être soit positif, soit négatif, c'est relatif. Et l'ensemble des entiers relatifs est noté Z, Z comme Zahl en allemand, qui veut dire compter. Alors l'ensemble des entiers relatifs, Z, donc démarre des entiers donc très très loin vers moins l'infini, et puis ensuite on se rapproche de 0, donc c'est cette série-là qui est notée dans l'ensemble, moins 3, moins 2, moins 1, 0, et après on retrouve tous les entiers naturels. Ce qui veut dire que, eh bien, par exemple 5, qui est un entier naturel, est également un entier relatif. On peut écrire que 5 appartient à Z. Mais contrairement à tout à l'heure où on avait exclu moins 3 des entiers naturels, eh bien là par contre on peut dire que moins 3 appartient bien à Z. Par contre, si on y met une virgule, moins 3,14 par exemple, eh bien lui n'appartient pas à Z. Lui c'est un nombre décimal négatif. Attaquons-nous maintenant au sujet qui nous intéresse le plus dans ce chapitre, c'est la notion de multiple et de diviseur. Elle est complètement liée, on va tout de suite comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on définit un multiple, eh bien en fait on définit également un diviseur. Si tu as deux entiers, A et B, dire que A est un multiple de B, eh bien cela signifie que B est un diviseur de A. Par exemple, 15, c'est bien un multiple de 3. Mais en disant ceci, je dis également que 3 divise 15, donc que 3 est un diviseur de 15. J'ai envie de dire c'est strictement la même chose, c'est juste affaire de goût. Enfin, c'est plus précisément affaire de contexte, ça va dépendre. Dans l'exercice, on sera plutôt dans l'idée de travailler avec des multiples, dans un autre de travailler avec des diviseurs. Mais on peut passer de l'un à l'autre sans problème. En tout cas, qu'est-ce qui définit un multiple? Eh bien, on dira que A est un multiple de B s'il existe un entier, qu'on va appeler K, tel que A égale K fois B. Qu'est-ce que ça signifie ça? Bien, ici on a dit que 15 est un multiple de 3. Cela voudrait dire que il existe un entier K tel que 15 est égal à K fois 3. C'est bien ça que nous dit la propriété. A et B sont multiples, enfin plutôt A est un multiple de B s'il existe un entier K tel que A égale K fois B. Alors, est-ce qu'il existe un entier K tel que 15 égale K fois 3? Bien évidemment, ça marche avec K égale à 5. Alors, il faut que K soit un entier, un nombre entier, donc 0, 1, 2, 3, 4, ou éventuellement dans les négatifs, mais ça ne fonctionne pas dans le cas où on n'a pas un entier, on va le voir tout de suite. Alors, on va prendre justement un autre exemple où ça ne fonctionne pas. Est-ce que 20 est un multiple de 3? Alors, si c'était vrai, cela voudrait dire donc qu'il existe un K, un entier K, tel que 20 est égal à K fois 3. Alors, est-ce que ça marche, ça? Bien, pour le savoir, il suffirait juste de faire 20 divisé par 3.
Et en faisant 20 divisé par 3, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve environ 6,6666, etc. On voit bien en tous les cas qu'il n'existe pas d'entier k tel que 20 égale k fois 3. Eh bien, vu que ça ne marche pas, cela veut dire que non. 20 n'est pas un multiple de 3. On pourrait dire, eh bien, 3 n'est pas un diviseur de 20, ou 3 ne divise pas 20. Il faut réellement trouver, comme ici, un entier k qui fonctionne bien dans cette égalité. Alors, un dernier petit exemple, rapidement, pour voir si tu as compris. Est-ce que 42 est un multiple de 7? Cela signifierait donc quoi? Cela signifierait que 42 est égal à k multiplié par 7. Il existe bien un entier k tel que 42 égale k fois 7. Alors, est-ce que ça marche, ça? Oui, absolument, ça marche, avec k égale à 6. Puisque 6 fois 7, 42. Il existe donc un entier k tel que 42 égale à k fois 7. Donc, on peut en conclure que 42 est un multiple de 7 ou que 7 est un diviseur de 42. Alors, en conséquence, voici une petite propriété assez simple à comprendre et on va l'appliquer sur un exemple. Cette propriété nous dit que la somme de deux multiples de A est elle-même un multiple de A. Donc, si je prends un multiple de A, je prends un autre multiple de A, je les additionne, j'obtiens une somme, un résultat, eh bien, cette somme est un multiple de A. On va essayer. Bien, je vais prendre 9, qui est un multiple de 3. Je vais prendre 15, qui est également un multiple de 3. Et j'en fais la somme de ces deux multiples. Est-ce que cette somme est également multiple de 3? 15 plus 9, 24. Et 24, oui, on constate bien que c'est également un multiple de 3. On a vérifié cette propriété avec 9 et 15, tous les deux multiples de 3. Alors, ici, dans cette vidéo, l'idée n'est pas de démontrer les propriétés. Je le fais dans d'autres vidéos, parce que c'est un peu long. Donc, celle-ci, tu la trouveras dans la playlist qui contient donc toutes les vidéos sur ce chapitre. Mais on peut quand même rapidement expliquer pourquoi, hein, au moins sur cet exemple. Bien, si 9 est un multiple de 3, ça veut dire que 9, je peux l'écrire k fois 3. K fois le nombre 3. Si 15 est un multiple de 3, ça veut dire que 15, je peux également l'écrire k fois 3. Alors, on ne va pas dire k parce que ce n'est pas forcément le même k. D'ailleurs, ce sera un k différent. Donc, on va dire k' fois 3. Si je fais donc la somme 9 plus 15, 24, ça veut dire que 24, je peux l'écrire sous la forme 3 fois k plus 3 fois k'. Autrement dit, 24 pourrait s'écrire sous la forme 3 fois k plus 3 fois k', en factorisant par 3, ça nous donnerait 3 fois k plus k'. Mais k plus k', c'est quoi? La somme de deux entiers, c'est évidemment un entier. Du coup, ça veut dire que 24, je peux l'écrire comme 3 fois un entier. Eh bien, c'est à nouveau la définition de multiple, ça veut dire donc que 24 est bien un multiple de 3. Alors là, c'est une démonstration très rapide dans un cas particulier. Si ça t'intéresse ou si on te le demande, je t'invite à regarder plus en détail la démonstration complète de cette propriété. Parlons maintenant un peu de la notion de nombre pair et donc de nombre impair. Alors, on sait depuis longtemps ce que c'est qu'un nombre pair. On dit que c'est un nombre qui se termine par un chiffre pair, c'est-à-dire par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, si on veut inventer très rapidement un nombre pair, je prends tout simplement un chiffre pair, peu importe, 6, et j'écris quelque chose devant, n'importe quoi, voilà. 1536, eh bien ça, c'est un chiffre, c'est un nombre pair. La définition d'un nombre pair, c'est un nombre qui est un multiple de 2. Forcément, vu qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, il est divisible par 2, c'est donc un multiple de 2. Un nombre impair, bien un nombre impair, c'est tout simplement un nombre qui n'est pas pair. Donc, ce sont tous les autres. Alors, si ce sont tous les autres, ce sont tous les nombres qui se terminent par le chiffre 1, 3, 5, 7, 9. Donc, peu importe, là encore, j'en prends un, disons justement, tiens, 1. Et puis après, j'écris ce que je veux devant. 16 421, eh bien ceci, c'est bien un nombre impair. Mais dans les exercices, il est souvent très utile de savoir écrire les nombres pairs d'un côté et les nombres impairs d'un autre sous une forme algébrique. Pour cela, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit qu'un nombre pair,
s'écrit toujours sous la forme de k, 2 fois k. Alors, si on en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la notion de multiple et diviseur, on comprend très bien pourquoi. Vu qu'un nombre pair est un multiple de 2, ça veut forcément dire qu'il existe un entier k, tel que ce nombre peut s'écrire k fois 2 ou 2 fois k. C'est pour ça que tous les nombres pairs peuvent s'écrire sous la forme de k. Si je prends par exemple le nombre 26, bon, on est d'accord que ce nombre, il est pair puisqu'il se termine par un 6, eh bien, je peux l'écrire 2 fois quelque chose. Ça sera 2 fois 13. Donc, il existe bien ici un k, tel que je puisse écrire mon nombre sous la forme 2 fois k, ici 2 fois 13. Mais alors, du coup, comment écrire les nombres impairs? Bon, c'est marqué. C'est un peu plus compliqué à percevoir. Alors, pour cela, il faut partir d'un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le suivant. Vu que 26 est pair, on sait bien que 27, qui arrive tout de suite derrière, lui, est impair. Puisqu'il n'est pas pair, donc il est impair. Alors, 27, ça ne peut pas s'écrire sous la forme 2 fois k. Heureusement, parce que sinon il serait pair. Mais ça peut s'écrire sous la forme 2 fois k, c'est le suivant, plus 1, puisque c'est le suivant, je rajoute 1. Donc, 27 s'écrit sous la forme 2 fois 13 plus 1. C'est-à-dire qu'il existe un entier k, tel que je puisse écrire 27 sous la forme 2 fois k plus 1. Eh bien, ceci définit en fait tous les entiers impairs. Ils peuvent tous s'écrire sous la forme 2k plus 1. Si par exemple, je prends 1051, eh bien, je peux l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose, k, plus 1. Alors, pour le trouver, le plus simple, vu qu'on a notre plus 1 derrière, il suffit juste de revenir de 1 en arrière. Avant 1051, j'ai 1050, qui lui est pair. Et comme il est pair, je peux l'écrire sous la forme de k. Alors, pour le savoir, il suffit juste de diviser 1050 par 2. 1050 divisé par 2, ça fait 525. Bien, du coup, 1051, c'est 2 fois 525 plus 1, juste le suivant. On procède de la même manière que tout à l'heure, seulement ici, on le fait d'un seul bloc. Et enfin, une petite propriété sur les nombres impairs qui nous dit que le carré d'un nombre impair est lui-même impair. Bien, si je prends par exemple 33, on est d'accord que 33, c'est bien un nombre impair, que je l'élève au carré, je fais donc 33 fois 33, je trouve 1089. Cette propriété nous dit que dans tous les cas, dès que tu prends ici un nombre impair et que tu l'élèves au carré, le résultat te mènera sur un nombre impair. On voit bien ici qu'il se finit par 9. Et pour finir, on va parler de nombres premiers. Alors, les nombres premiers, c'est quelque chose que tu connais déjà, je pense, depuis longtemps, puisque c'est une notion assez simple. On va quand même la redéfinir. Et on sait qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède exactement 2 diviseurs, qui sont 1 et lui-même. C'est pas grand-chose finalement. Ça veut dire en gros qu'un nombre premier, je ne peux pas l'écrire comme produit de 2 entiers autre que 1 et lui-même. Je prends par exemple 7, qui est un nombre premier très connu, puisqu'il fait partie des premiers dans la liste. Eh bien, 7, je ne peux pas le casser en deux sous forme de produit, autrement que d'écrire 1 fois 7. Si je veux faire 2 fois quelque chose, ça me donne 2 fois 3,5. Donc 3,5 n'est pas un entier, donc ça ne convient pas. Si je divise par 3, c'est pire encore. On va tomber sur un nombre rationnel. Donc, il n'y a pas moyen de couper en morceaux ce nombre 7, autrement que en faisant 1 fois 7. Ça, c'est un nombre premier. Mais la définition de base nous dit que c'est tout simplement un nombre qui possède exactement 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même. C'est important ce exactement. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il en possède 2 de diviseurs et qu'ils soient différents. Du coup, on va éliminer un nombre parmi la liste des nombres premiers. Parce que le nombre 1, par exemple, on aurait envie de dire que le nombre 1 est premier. Parce que c'est pareil, je ne peux pas le couper en morceaux, autrement que d'écrire 1 fois 1. Mais le problème, c'est que le nombre 1, il n'a pas exactement 2 diviseurs. Il a comme diviseur 1, forcément, puisque c'est 1, et il a comme diviseur lui-même. Mais lui-même, c'est aussi 1.
Ce qui fait qu'il n'a plus qu'un seul diviseur qui est 1. Donc on élimine 1 de la liste des nombres premiers. Le tout premier nombre premier, c'est 2. Le suivant, c'est 3. Puis arrive 5, puis notre 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Tu vois là la liste de tous les nombres premiers et cette liste est infinie. Elle ne s'arrête jamais. Alors, les nombres premiers sont utiles dans bien des situations, mais on va en voir une, qui nous permet de décrire sous une décomposition unique n'importe quel nombre non premier. Et une propriété nous dit justement que n'importe quel nombre non premier peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Et donc que cette décomposition est unique, alors à l'ordre des facteurs près. Alors, pour le comprendre, là encore, le mieux, c'est de voir un exemple. Si je prends 300, alors 300, on est d'accord qu'il n'est pas premier, puisqu'il se termine par 0, donc il est déjà au moins divisible par 10. Il en a tout plein des diviseurs, 300 en fait. Mais notre propriété nous dit que je peux décomposer 300 en produit. Produit avec un S. Donc produit, ça va faire des choses comme ça. Avec ici des facteurs. Alors je ne sais pas jusqu'où. Et ces facteurs, ils sont comment? Ils sont premiers. Ça veut dire que chacun de ces nombres ici, eh bien, est un nombre premier. Alors ça paraît dingue, mais pourtant ça marche à tous les coups. N'importe quel nombre peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Et pour 300, eh bien, la décomposition est connue. C'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Alors tu peux essayer, tu fais 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5, tu verras, tu tombes sur 300. Et on est bien d'accord que chacun de ces nombres ici sont tous des nombres premiers. Et ça marche avec n'importe quel nombre. Alors, pour arriver à ce résultat, bien, il y a une technique que je ne vais pas expliquer non plus dans le cours. Ici, c'est l'objet d'un savoir-faire, d'un exercice. Je t'invite également à visionner la vidéo qui correspond. Et pour finir, une notion qui est liée à la notion de nombre premier, c'est la notion de nombre premier entre eux. Alors, c'est presque la même chose, mais pas exactement. On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. On est d'accord? Tu prends un nombre, il a plein de diviseurs. Tu prends un autre nombre, il a plein de diviseurs également. Il se peut que ces deux nombres aient finalement un ou l'autre diviseur qui soit en commun. Par exemple, celui-ci est divisible par 3 et celui-ci également. Donc, ils seraient tous les deux divisibles par 3. Eh bien là, ils ne sont pas premiers. Parce qu'on nous dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun, c'est 1. C'est-à-dire pas grand-chose. Je prends par exemple 12 et 15. Est-ce que 12 et 15 sont des nombres qui sont premiers entre eux? Alors, 12, on sait qu'il est divisible, bon, bien sûr, par 1, par 2, par 3, par 4, par 6 et par 12. 15, alors 15, lui, est divisible par 1, bien sûr, par 3, par 3. Tiens, je crois déjà avoir dit ça. Eh oui, ces deux nombres sont tous les deux divisibles par 3. Donc, c'est mort. Ils ont un diviseur commun autre que 1. Donc, 12 et 15 ne sont pas premiers entre eux. Alors, on va essayer deux autres nombres. On va quand même essayer de s'en trouver deux qui sont premiers entre eux. Et on va prendre 15 et 16. Bon, on va détailler un petit peu plus ici. Et on va écrire la liste de tous les diviseurs de 15, tous les diviseurs de 16. Et on va comparer. Alors, tous les diviseurs de 15, on l'a fait déjà tout à l'heure. On a dit qu'on a 1, qu'on a 3, qu'on a 5 et qu'on a bien évidemment 15. La liste des diviseurs de 16. Alors, on a 1, on a 2. Pas 3, mais on a 4, pas 5, ni 6, ni 7, mais on a 8. Et enfin, on a 16. Regardons un peu les diviseurs communs. Et on va tous les encadrer. On va voir qu'il n'y aura pas grand-chose à encadrer. Alors, bien sûr, on reconnaît déjà 1. Ça, de toute façon, on prend n'importe quel couple de nombres, ils ont tous en commun 1. Je vais scanner en haut et je regarde si je le retrouve en bas. 3, je ne le retrouve pas en bas. 5 non plus. 15 non plus. Eh bien voilà, la liste s'arrête. 15 et 16 ont un seul diviseur en commun, c'est 1. 15 et 16 sont premiers entre eux. Et on va finir par une petite propriété définition, qui nous dit que, alors c'est vraiment une application de la notion de nombre premier entre eux aux fractions. Et qui nous dit, je reprends,
qu'une fraction est irréductible, je ne peux plus la simplifier, à la condition que son numérateur et son dénominateur soient premiers entre eux. Et bien à partir de là, on va tout de suite et immédiatement pouvoir fabriquer très simplement une fraction irréductible. Et bien c'est en prenant les deux nombres qui sont là. Si je parle de la fraction 15 sur 16, et bien celle-ci, je ne peux pas l'écrire plus simplement, je ne peux pas la simplifier davantage. On dit que cette fraction est irréductible. Et cette séquence est terminée.